En mécanique, on se pose souvent la question de la trajectoire d'une particule. On a par exemple une particule de masse m constante qui est contrainte à se propager dans un espace à une dimension, et on s'intéresse à sa trajectoire, donc à la position x en fonction du temps t. Vous savez bien que la vitesse est donnée par la dérivée de x par rapport à t. Ici, nous introduisons une nouvelle notation. On indique la dérivée temporelle par un point sur la fonction dont on calcule la dérivée. Cette notation nous permettra d'alléger les équations qui viendront dans la suite. L'évolution temporelle de la particule est donnée par la deuxième loi de Newton. Mais la question est, est-ce qu'il y a une autre façon éventuellement plus simple d'écrire cette équation? Eh bien, en étudiant la dynamique céleste, Lagrange eut l'idée que s'il existe une fonction qui dépend uniquement de la position, telle que sa dérivée par rapport à la position est égale à la force totale agissant sur la particule, alors nous pouvons réécrire cette équation d'une façon plus commode en faisant intervenir uniquement des quantités homogènes à une énergie. À l'époque de Lagrange au XVIIIe siècle, on ne connaissait que l'énergie cinétique. Ce fut donc lui qui introduisit cette fonction aujourd'hui appelée énergie potentielle. Le signe moins que Lagrange introduit devant le gradient de V est préventif, car on le voit bien, ce terme a vocation à rejoindre le premier membre et être regroupé avec l'énergie cinétique. En effet, nous pouvons réécrire le terme de gauche de l'équation en faisant appel à l'énergie cinétique où, ici, nous avons porté la masse à l'intérieur de la dérivée parce qu'on suppose qu'elle est constante. On peut réécrire le produit mv comme la dérivée par rapport à v de l'énergie cinétique. Ainsi, grâce à l'hypothèse que la force dérive d'une énergie potentielle, l'équation fondamentale de la dynamique peut se réécrire sur cette forme où on a un terme lié uniquement à l'énergie cinétique et l'autre uniquement à l'énergie potentielle. Vu que l'énergie cinétique ne dépend pas explicitement de la position x et que l'énergie potentielle ne dépend pas explicitement de la vitesse v, nous pouvons introduire une fonction qu'on appellera Lagrangien, qui est définie comme la différence entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Avec cette définition, l'équation de départ peut se réécrire sous cette forme plus compacte. Cette équation est connue sous le nom d'équation de Lagrange. Nous pouvons la généraliser simplement au cas à 3 dimensions en ayant une équation pour chaque coordonnée cartésienne. Ces équations présentent de nombreux avantages. Un des avantages de cette formulation, c'est qu'on peut écrire les équations qui régissent la dynamique du système tout simplement en écrivant une équation de Lagrange pour chaque degré de liberté du système. Imaginons un système composé de n particules dans l'espace à 3 dimensions et supposons qu'il n'y a pas d'interaction entre ces particules. Comme chaque particule a 3 degrés de liberté dans l'espace, ce système a en total 3n degrés de liberté. Appelons par la lettre L le nombre de degrés de liberté du système. Supposons maintenant qu'il y a des contraintes entre les particules. Ces contraintes vont abaisser le nombre de degrés de liberté du système. Bien évidemment, elle sera comprise entre 1 et 3n, où 3n correspond au cas où il n'y a pas de contrainte, et la condition elle est plus grande ou égale à 1 pour assurer que le système soit dynamique. À titre d'exemple, on peut imaginer deux particules liées par une tige de masse négligeable, qui possèdent que 5 degrés de liberté correspondant aux 3 degrés de liberté de translation et aux 2 degrés de liberté de rotation, ou alors un double pendule plan qui possède lui que 2 degrés de liberté correspondant aux angles de chaque tige par rapport à la direction de référence. Si le système a L degrés de liberté, cela veut dire qu'on peut introduire un jeu de coordonnées indépendantes entre L que nous appellerons coordonnées généralisées, telles que la position de chaque particule ne dépend que des L coordonnées généralisées. Remarquons qu'une coordonnée généralisée n'a pas forcément les dimensions d'une longueur. Par exemple, dans le cas du double pendule, les deux coordonnées généralisées sont les deux angles formés avec la direction de référence. Ayant défini des coordonnées généralisées, on peut aussi définir leurs vitesses généralisées respectives. La même remarque sur les dimensions est valable ici aussi. Les vitesses généralisées n'ont pas forcément les dimensions d'une vitesse. Par exemple, dans le cas du double pendule, il s'agit de vitesse angulaire. Il est nécessaire ici d'insister sur un point important. Comme le système ne possède que tel degré de liberté, chaque coordonnée cartésienne pourra s'écrire en fonction des L coordonnées généralisées. Chaque degré de liberté est bien sûr indépendant des autres. Donc, nous pouvons écrire que des ronds de QI sur des ronds de QJ est égal à delta IG, où delta IG est le symbole de Kronecker, qui vaut 1 si I est égal à J, et vaut 0 si I est différent de J. On peut montrer ici qu'on peut écrire la dynamique du système tout simplement en écrivant une équation de Lagrange pour chaque degré de liberté, c'est-à-dire en écrivant une équation de Lagrange pour chaque couple, QK, QK. Cela facilite énormément l'écriture des équations qui régissent la dynamique du système. Dans de nombreux cas, l'écriture de l'équation de la dynamique par la seule équation de Newton se révèle très compliquée, alors qu'en utilisant les équations de Lagrange, on arrive plus facilement à écrire les équations de la dynamique du système. Regardons maintenant les équations de Lagrange sous un autre angle.
Revenons au cas simple d'une particule de masse constante en une dimension, soumise à une énergie potentielle, V. Ici, nous avons indiqué la trajectoire réellement suivie par la particule, que nous avons notée par la fonction x, t. Par contre, il y a plein d'autres trajectoires possibles reliant les points initiaux et finaux aux instants initiaux et finaux, respectivement. On peut donc se poser une question plus générale. Étant donné les couples de points x1 de t1 et x2 de t2, et l'énergie potentielle à laquelle est soumise la particule, quelle est la trajectoire réellement suivie par la particule? Eh bien, la trajectoire réellement suivie par la particule peut être déduite par un principe variationnel, appelé le principe de moindre action. Lagrange introduit le concept d'action, défini comme l'intégrale du Lagrangien par rapport à la variable temporelle entre l'instant initial, t1, et l'instant final, t2. Le principe de moindre action stipule que la trajectoire réellement suivie par la particule est celle qui rend extrémale l'action, c'est-à-dire telle que delta S égale 0. Réciproquement, dans le cas conservatif, si delta S égale 0, cela implique nécessairement que la trajectoire est telle que les équations de Lagrange sont satisfaites. Dans le cas non conservatif, il est parfois nécessaire de modifier l'expression du Lagrangien, mais le principe de moindre action reste un guide sûr, devenu un pilier de la physique moderne. Cela nous permet donc d'avoir une vision géométrique de la dynamique d'un système.